La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Le Togo veut impliquer le secteur privé et la société civile dans la mise en œuvre et la réussite du plan national de développement PND. Raison pour laquelle le prochain forum Togo-UE se tiendra en juin pour permettre aux investisseurs européens et aux Togolais de la diaspora de découvrir les potentialités qu'offre notre pays. Et c'est le Premier ministre Komi Selom Klasu qui a présidé une réunion préparatoire du dit forum. Et c'est toujours le chef du gouvernement, Komi Selom Klasu, qui a reçu officiellement ce mercredi le rapport du groupe de travail du secteur de la santé, document qui évoque les solutions durables pour un mieux-être du secteur sanitaire au Togo. À découvrir dans cette édition. Et puis le bilan de la présidence du Togo à la tête de la CEDEAO est désormais contenu dans un ouvrage. Son auteur, le ministre de la diplomatie togolaise Robert Doucet, retrace les actions menées par le chef de l'État Faure Essozimna Nyazingbe de 2017 à 2018 à la tête de l'organisation sous-régionale. Voilà donc pour les titres. D'abord, le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi au Palais de la Présidence de la République sous la conduite du chef de l'État, Faure Essozimna Nyazingbe. L'essentiel de ce conseil avec le ministre en charge de la communication, Folibazi Katari. Communiqué sanctionnant le Conseil des ministres de ce mercredi 20 février 2019. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 20 février 2019 au Palais de la Présidence de la République sous la présidence de son Excellence M. Faure Essozimna Nyazingbe, président de la République. Au cours des travaux, le Conseil a étudié en première lecture un projet de loi organique, adopté un décret et suivi un séminaire gouvernemental. Le Conseil des ministres a étudié en première lecture le projet de loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour des comptes présenté par le ministre de l'Économie et des Finances. Au titre des décrets, le décret adopté par le Conseil porte création, attribution, organisation et fonctionnement de l'inspection générale des finances. Les réformes entreprises par le Togo en vue d'assainir la gestion des finances publiques ont également porté sur les corps de contrôle de l'ordre administratif, notamment l'inspection générale des finances. Ainsi, la transposition des directives de l'UEMOA sur le cadre harmonisé de la gestion des finances a fait naître de nouvelles attributions et exigences pour l'inspection générale des finances. Pour prendre en compte les différents changements et les recommandations des différents diagnostics de la gestion des finances publiques réalisée par notre pays, il est apparu nécessaire de procéder à une rélecture du décret numéro 2008-093/PR du 29 juillet 2008 portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'inspection générale des finances. Le présent décret permet à notre pays de s'aligner sur les normes et pratiques régionales et internationales en matière de contrôle de gestion des finances publiques. Il renforce l'efficacité de l'action
de l'inspection générale des finances et contribue ainsi à l'assainissement et à la gestion transparente des finances publiques. Du séminaire gouvernemental, le Conseil des ministres a suivi la présentation par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique du bilan à mi-parcours du processus de contractualisation des formations sanitaires publiques. Il est important de souligner que dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de renforcement du secteur de la santé et de l'hygiène publique, le gouvernement a opté pour une gestion par approche contractuelle des formations sanitaires publiques avec pour objectif, entre autres, améliorer la gestion des ressources humaines, matérielles et financières, renforcer la gestion pharmaceutique, améliorer la prise en charge des indigents, améliorer la satisfaction des patients. La gestion par approche contractuelle a été expérimentée dans les hôpitaux d'Atakpamé et de Blita en juin 2017, avant d'être étendue en 2018 au CHU Sylvanus Olympio, au CHU Kara, au CHR de Dapaon et au CHR de Sokoré. Il a été aussi expérimenté au centre médico-social de Sioux. À ce jour, des résultats satisfaisants ont été enregistrés. Au centre médico-social de Sioux, par exemple, le taux de fréquentation a augmenté de 20%, le taux de consultations externes de 31%, le taux d'hospitalisation de 7% et le taux d'imagerie de 18%. Les recettes des prestations ont augmenté de 21% et celles de la pharmacie de 64%, entraînant une hausse totale de recettes de 44%. Les mêmes tendances ont été observées dans les autres formations sous contractualisation. Par ailleurs, d'autres résultats ont été enregistrés, notamment la disponibilité en médicaments supérieure à 95%, la motivation et la valorisation des agents désormais impliqués dans la gestion à travers le comité de trésorerie, la réhabilitation et l'équipement de certaines structures. Le bilan de la mise en œuvre de cette première phase de contractualisation permet au gouvernement d'en évaluer l'impact en termes de fourniture de soins de qualité et de gestion rationnelle des moyens mis à disposition des hôpitaux et structures de santé. Au vu donc de ces résultats, les membres du gouvernement ont salué la perspicacité du président de la République qui, dans le cadre de son mandat social, a su donner les orientations nécessaires et garantir l'expérimentation de ce processus de gestion axé sur les résultats dans le secteur de la santé, malgré les réticences et résistances de tous ordres. En effet, les résultats de l'état des lieux opérés en 2015 en ce qui concerne le CHU Sylvanus Olympio mettaient en exergue les difficultés de cet hôpital à assurer une prise en charge minimale des patients et offrir des soins de qualité, d'où une défiance éprouvée par les concitoyens à son égard. L'amélioration de la gestion des ressources pour les soins de santé de qualité a permis de recréer la confiance avec les populations et de relever le taux de fréquentation des structures publiques de santé. Il a été également relevé
la réduction de la déperdition des ressources ainsi que l'assiduité au travail des cadres et agents dans ces structures sous contractualisation. Aussi, le Premier ministre a-t-il demandé aux membres du gouvernement de transposer chacun dans sa sphère de compétences et d'action les valeurs de bonne gestion, de rigueur et de contrôle du fonctionnement régulier des services placés sous leur autorité en vue d'amener l'administration à fonctionner de manière optimale et rendre des services de qualité. Le gouvernement s'est félicité de ces premiers résultats et des enseignements tirés et a demandé au ministre chargé de la Santé de communiquer suffisamment sur les résultats enregistrés, d'assurer une extension de la contractualisation à d'autres hôpitaux et formations sanitaires, d'assurer de façon progressive l'équipement des centres contractualisés en imagerie et en laboratoire et de doter les CHU et CHR en scanner. Il a été également demandé une revue du processus de contractualisation pour s'assurer des mesures devant permettre la pérennité des résultats obtenus et du renforcement du système de santé. Enfin, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. Fait à Lomé, le 20 février 2019, le Conseil des ministres. Et ces décrets de nomination ont été pris au titre du ministère de l'économie et des finances. Et je vous en donne justement lecture. Le président de la République, sur rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres entendu décrète. Monsieur Kokou Philippe Tchodier, gestionnaire commissaire de services généraux de l'Office togolais des recettes, OTR, est nommé commissaire général par intérim de l'OTR. Est abrogé le décret numéro 2017-024/PR du 25 février 2017 portant nomination du commissaire général par intérim de l'Office togolais des recettes OTR. Le président de la République, sur rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres entendu décrète. Monsieur Atta Kakra Kwao Essien, inspecteur principal des douanes de classe exceptionnelle, directeur des opérations douanières régionales à l'Office togolais des recettes, OTR, est nommé commissaire des douanes et des droits indirects par intérim de l'OTR. Est abrogé le décret numéro 2014-007/PR du 31 janvier 2014 portant nomination du commissaire des douanes et des droits indirects de l'Office togolais des recettes OTR. Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution de ces décrets qui seront publiés au journal officiel de la République togolaise. Et toujours au palais de la présidence, ce mercredi, l'ambassadeur des États-Unis est allé dire au revoir au chef de l'État Faure Eswazimna Nyazingbe. Après 4 ans passés à la tête passés dans notre pays, le diplomate David Gilmour quitte le Togo avec un sentiment de mission accomplie grâce à la franche collaboration avec le gouvernement togolais impulsé par le président de la République. Nous l'écoutons au micro de Edem sous support à sa sortie d'audience. Je suis venu ce matin pour dire au revoir à son Excellence, Monsieur le Président. Et nous avons discuté le développement du pays, le PND, le fait que nous avons signé récemment l'accord de MCC, un programme qui est très important pour le développement du pays, pour améliorer les télécommunications et le système foncier au Togo. On a discuté aussi de la situation sécuritaire au Burkina Faso et dans la sous-région, mais surtout c'est pour exprimer ma gratitude pour la collaboration que nous avons eue toujours avec son Excellence et avec ses ministres et le gouvernement du Togo, une collaboration très étroite
pour le développement du Togo dans tous les domaines. Et je suis très fier d'être ici comme ambassadeur. C'était un grand honneur pour moi. C'était l'honneur le plus important de ma carrière. Donc j'avais quitté le Togo aujourd'hui, mais j'avais gardé le Togo dans mon cœur et je serai toujours un grand fan du Togo et un grand défenseur du Togo et un ami du Togo. Je pense que nous avons achevé beaucoup de choses, surtout dans le domaine des relations commerciales entre les États-Unis et encourager les échanges commerciaux. On a eu le forum AGOA en 2017, qui était un événement très important pour montrer aux investisseurs américains ce qui se passe ici au Togo et les possibilités, les potentiels pour l'investissement et pour créer des emplois et réduire la pauvreté. On a établi des vols directs entre les États-Unis et le Togo pendant mon séjour ici et je suis très fier pour ça parce que c'est une autre chose qui va encourager le développement économique. Je vous l'annonçais dans les titres, le gouvernement togolais a officiellement en sa possession les conclusions du rapport du groupe de travail du secteur de la santé mis en place par l'arrêté du 4 avril 2018. Ce comité installé par le Premier ministre avait pour mission de réfléchir, proposer et trouver des solutions durables à la crise qui a perturbé le secteur de la santé durant le premier trimestre de l'année 2018. Le document a été remis officiellement au chef du gouvernement cet après-midi à la primature. Le compte rendu avec Robert Kotogbe et Luc Assi. Le secteur de la santé au Togo a connu des mouvements de grève, des syndicats réclamant de meilleures conditions de vie et de travail. Pour trouver une solution durable et pérenne à cette crise, le gouvernement a mis en place un groupe de travail constitué des représentants du gouvernement, de l'administration et ceux des syndicats du secteur de la santé. Après un travail de fond, le groupe de travail est allé remettre au chef du gouvernement les conclusions de ses travaux dans l'espoir de sortir définitivement le dit secteur des crises récurrentes qu'il a connues. Il nous a été demandé de réfléchir sur le recrutement du personnel, sur la bonification d'ancienneté, sur comment équiper, réhabiliter, construire de nouveaux hôpitaux et au même moment, nous avons eu la latitude de pouvoir sonder d'autres sphères. Et donc, dans cette volonté de trouver une solution globale à la crise, nous nous sommes permis de réfléchir également sur la formation du personnel, sur comment faire en sorte que les contractuels du monde de la santé soient intégrés au niveau de la fonction publique, ce qui nous a amené donc à faire un recensement de ce personnel-là de Lomé à Saint-Cassé, et également de trouver les stratégies pour la formation, pour les constructions, la gouvernance des hôpitaux et aussi la gestion des médicaments. Nous avons ajouté à ce point-là également le problème des grèves dans le secteur de la santé. Ce document appelle à l'organisation dans les jours à venir d'une assise où nous pouvons discuter ensemble, partenaires sociaux et gouvernements, des solutions réelles à apporter aux problèmes qui minent le secteur. En réceptionnant le document contenant le rapport final du groupe de travail, le Premier ministre chef du gouvernement, Kwame Selom Klasu, s'est félicité de la qualité, du sérieux et surtout de l'esprit d'ouverture qui ont prévalu lors des travaux. Il a rassuré ses interlocuteurs que le gouvernement examinera les propositions en vue d'aller ensemble avec le monde de la santé vers des solutions aux problèmes identifiés. Le président de la République, comme il est de ses habitudes, d'être à l'écoute de ces populations pour pouvoir apporter des solutions idoines qui permettent de créer les conditions de l'émergence de notre pays. Il n'y a pas de développement durable si ce n'est l'homme qui est mis au cœur de la stratégie du dit développement. Donc, tout développement viable et durable doit avoir le souci du bien-être de l'être humain. En mettant le groupe de travail en place, c'est justement pour examiner de fond en comble les problèmes qui minent le secteur. Et je me réjouis
aujourd'hui d'avoir les conclusions de vos travaux. Je voudrais saluer ici l'atmosphère qui a caractérisé le travail que vous avez eu à battre durant des mois. Vous verrez encore, et c'est le signe palpable de l'ouverture du gouvernement, en dépit des points énumérés dans l'arrêté qui a mis en place le groupe, la latitude était donnée au groupe de faire incursion, de sortir de ce cadre pour examiner toute question qui pouvait contribuer à assainir le secteur de la santé dans notre pays. Le gouvernement vient de réceptionner ce rapport, on va prendre le temps de le décortiquer, de voir vos propositions, les propositions formulées par le groupe du travail, pour que nous puissions ensemble aller vers les vraies recherches de solutions à apporter aux différents problèmes que vous avez eu à examiner tout au long de votre travail. Pour le Premier ministre, le souci majeur du gouvernement est de faire du Togo un pays émergent, une ambition portée par le nouveau plan national de développement PND, dont l'axe 3 a pour vocation première de consolider le développement social et de renforcer des mécanismes d'inclusion. Le secteur de la santé est ainsi pris en compte dans cet axe 3. Tout en rappelant que certains points des préoccupations du secteur de la santé ont été pris en compte entre-temps, le Premier ministre a promis que le gouvernement donnera suite aux conclusions à lui remises ce jour. Et parlons justement du PND pour sa mise en œuvre sur la période de 2018 à 2022. Le Togo met à contribution le secteur privé et la société civile. Il organise pour cela du 13 au 14 juin prochain à Lomé un forum économique Togo-UE destiné au financement des projets structurants inscrits dans le cadre du PND. Le secteur privé des pays de l'Union européenne et la diaspora togolaise viendront prendre connaissance des projets bancables dont disposent les opérateurs économiques togolais en vue de leur financement. Le gouvernement, dans son ensemble, s'est réuni pour examiner les mécanismes devant concourir à la réussite de cet important rendez-vous économique. La réunion a été présidée également par le Premier ministre Comissé Glassou. Le compte rendu avec Augustin Kossi. Après la déclaration de politique générale devant les élus du peuple, c'est autour du plan national de développement PND que le gouvernement s'est réuni pour examiner les mécanismes de sa mise en œuvre. Au cœur des échanges, le Forum économique Togo-Union européenne qui aura lieu les 13 et 14 juin prochains. Premier du genre au Togo, ce rendez-vous d'affaires devra jeter les bases des relations économiques durables et pérennes entre les opérateurs économiques des pays de l'Union européenne et ceux du Togo. Ici, le Premier ministre Komi Selom Klassou décline les différents axes prioritaires du PND avant d'inviter les membres du gouvernement à œuvrer pour sa réalisation. Ce programme quinquennal d'un coût de 4 622,2 milliards de francs CFA fera l'objet du tout premier forum économique Togo-UE. Les membres du gouvernement, chacun en ce qui le concerne dans son secteur d'activité, a évoqué ses préoccupations. Le défi est de gagner le pari de la mobilisation des ressources pour rendre le Togo davantage attractif et compétitif. Ce PND, de par sa clarté, est un socle, je dirais triptyque, qui a 3 axes principaux. Faire de notre pays un hub logistique d'excellence et un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région. 2. Procéder à un véritable changement de paradigme, surtout dans le secteur agricole, avec une transformation profonde et faire de sorte qu'il y ait une création de chaîne de valeur, ce qui est synonyme d'emploi pour la jeunesse et pour les femmes, pour lesquelles on souhaite l'autonomisation, et donc la transformation pour que nous allions vers l'agro-business et mieux attirer le secteur privé, les investisseurs, pour accompagner
et faire de sorte que notre agriculture, qui pèse déjà près de 40% dans le PIB, malgré le faible accompagnement du secteur bancaire actuellement, avec ce changement de paradigme, nous pensons créer davantage de richesses pour mieux faire face aux préoccupations en matière d'école, de santé, d'accès à l'eau potable, à l'énergie. Troisième axe, renforcer les mécanismes d'inclusion sociale et économique de toutes les couches. Comme tel, l'État seul ne peut pas financer. Et donc, nous devons compter sur le secteur privé. C'est pour ça que, depuis la conception, le président de la République a souhaité que toutes les entités soient autour de la table de réflexion. Nous avons pour cela des infrastructures, que ce soit au niveau des infrastructures portuaires, aéroportuaires et terrestres, des infrastructures qui ont bénéficié suffisamment de réhabilitation et d'investissement ces dernières années. Lorsque le chef de l'État souhaite que nous puissions organiser un forum économique Togo UE, ça correspond alors à cette vision de la communauté internationale qui recommande la coopération. Donc ce forum, visiblement, aura lieu au mois de juin prochain. Donc, comment nous allons organiser cet événement pour pouvoir tirer un meilleur profit, de sorte que les investisseurs étrangers puissent apporter sans hésitation des ressources, ce qui va permettre à notre pays d'aller vers la mise en œuvre effective du PND, avec l'espoir de créer de la richesse, de faire de sorte que notre jeunesse ait de l'emploi. Environ 400 opérateurs économiques issus des 28 pays de l'Union européenne et de la diaspora togolaise sont attendus à ce forum Togo-UE. Au niveau de la cellule en charge de l'organisation, on annonce la création d'une plateforme numérique où une centaine de projets bancables sera mis en ligne. La société civile et le secteur privé togolais devront se mobiliser pour tirer pleinement profit des avantages en termes d'amélioration du climat des affaires et par conséquent bâtir avec l'Union européenne des relations économiques sûres et pérennes. Et en attendant la tenue de ce forum, le Togo savoure cette bonne nouvelle. En termes de connectivité, notre pays est reconnu champion dans l'espace UEMOA en occupant la première place. C'est le résultat du rapport de la 5e édition du DHL Global Connectedness Index. Des résultats obtenus grâce au port et à l'aéroport. Les précisions avec Luc Assis. Le Togo surclasse tous les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, et se retrouve en tête de peloton en matière d'interconnectivité. Et dans l'espace CEDEAO, il arrive 3e après le Ghana et le Nigeria. Une information contenue dans le rapport de la 5e édition du DHL Global Connectedness Index. Cette prouesse du pays est imputable aux diverses réformes et investissements consentis par le gouvernement au port autonome de Lomé qui est classé aussi premier de la sous-région. Le nouveau visage de l'aéroport international Gnassingbé Yadema, qui se trouve être l'un des plus modernes de la sous-région, a beaucoup contribué à la réalisation de ces performances. Ces infrastructures facilitent donc sans doute la connectivité avec les autres pays du monde. Selon le même rapport, le Togo est 92e sur les 169 pays concernés par ce classement. Seulement 9 pays africains figurent dans le top 100 mondial de ce classement. Avec la mise en œuvre de la zone de libre-échange commercial initiée par l'Union africaine et qui enregistre l'engagement de 49 pays déjà, la situation devrait s'améliorer.
L'interconnectivité des pays au reste du monde est déterminée par l'intensité des flux internationaux de commerce, de capitaux, d'informations et de personnes. En ce sens, le classement mesure et analyse les flux internationaux de commerce, des capitaux, des informations et des personnes. Togo 2017-2018, présidence en exercice de la CEDEAO. C'est le titre du livre bilan du Togo à la tête de l'institution communautaire et présenté hier au public par le chef de la diplomatie togolaise, Robert Doucet. L'auteur y fait le point des actions menées par le président de la République, Faure Gnassingbé, durant son mandat en tant que président en exercice de la CEDEAO. Un document premier du genre dans la vie de l'institution communautaire. Pierre Sousoupo pour des détails. Le document met en scène le récit d'une impressionnante histoire togolaise de la CEDEAO. Du 4 juin 2017 au 31 juillet 2018, soit la période du passage du chef de l'État Faure Gnassingbé à la tête de l'institution, a été marquée par des décisions et actions concrètes. Dans ce livre de 56 pages, le bilan y est établi par le chef de la diplomatie togolaise, Robert Doucet. Vous verrez vous-même que de la gestion de la crise bissau-guinéenne à l'organisation du sommet inédit de la CEDEAO et de la CEAC sur la thématique de la paix, la stabilité, la sécurité, la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, en passant par le pilotage du chantier des réformes institutionnelles de l'organisation communautaire et également de toutes les réformes liées à la gestion de la CEDEAO, le Togo s'est félicité de son travail de service à la communauté sous-régionale. Nous sommes de la couche des personnes qui pensent que l'heure est aujourd'hui aux ensembles sous-régionaux et régionaux et l'action multilatérale et la CEDEAO, notre cause commune, est un bel exemple à promouvoir. Nous, génération actuelle, sommes convaincus qu'en créant la CEDEAO, les pères fondateurs ne se sont pas trompés de vision. La CEDEAO est une institution qui marche vers l'avenir et qui a de l'avenir. Elle ne subit pas l'avenir, elle invente son propre avenir. Elle invente son futur. L'institution sous-régionale semble avoir bien compris cette exhortation bergsonienne qui nous dit que l'avenir ne soit plus ce qui va arriver, mais ce que nous allons en faire. Au fil des pages, le lecteur découvre un rappel des faits bien illustrés, rédigés en français et en anglais. L'engagement pour la poursuite et la concrétisation des réformes institutionnelles au sein de l'organisation, le lobbying en faveur de la paix, l'apport personnel du président de la République togolaise dans la résolution de la crise bissau-guinéenne, de même que l'apologie d'une politique régionale orientée vers le bien-être des peuples, autant d'actes mis en exergue. L'initiative, elle est bonne, c'est une très bonne initiative, c'est une première. C'est une très bonne initiative. C'est pour cela tout à l'heure, en intervenant, j'ai bien exprimé au ministre notre vœu de concevoir un tel ouvrage, parce que notre président, actuellement, le président en exercice de la CAC. Donc nous allons nous inspirer de ce que le Togo a fait pour concevoir un tel ouvrage dans notre sous-région. Donc c'est une très bonne initiative, parce que là, il rentre dans l'histoire, et c'est une première, non seulement pour la CEDEAO, mais pour le Togo aussi. C'est la première fois que nous immortalisons le passage d'une présidence en exercice au sein de l'espace communautaire. Mais rassurez-vous, ça fera école, puisque vous n'êtes pas vous avez bien suivi que les États de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, tout comme la Guinée, veulent s'inspirer pour désormais sortir aussi un livre bilan de leur présidence qu'ils ont eu à connaître ou qu'ils auront à connaître. Donc je dois dire que le Togo est à féliciter et que ce livre cadre parfaitement avec les idéaux, la vision et les objectifs d'une CEDEAO des peuples,
beaucoup plus de transparence dans les actions des gouvernants, des dirigeants de la communauté, pour que le peuple puisse s'inspirer du jour au jour de toutes les actions qui sont menées par les autorités afin de réussir les véritables politiques d'intégration régionale. Ce livre, premier du genre dans la vie de l'institution communautaire, n'est-ce pas qu'il servira d'exemple pour les mandats à venir? En tout cas, beaucoup le pensent. Il devra rapprocher davantage l'organisation des citoyens de l'espace. Le comité interministériel de gestion de redevances pour l'éclairage public est en tournée à travers le pays. À Dapan, première étape, la délégation a échangé avec les collectivités locales sur la redevance, recueilli des propositions et recommandations afin de mieux gérer l'éclairage public qui nécessite davantage de fonds. Depuis Dapan, la correspondance de Désiré à l'œil. L'énergie électrique, facteur de développement, le gouvernement togolais multiplie des actions dans le domaine pour offrir aux populations ces denrées de modernisation et de décollage économique. L'extension aujourd'hui une préoccupation. L'éclairage public nécessite des coûts et les consommateurs des contribuables avec la redevance, un fonds mentionné sur les factures d'électricité. Des fonds qui servent à la maintenance, l'extension et soutiennent les collectivités locales dans la prise en charge du règlement des factures d'éclairage public. Dapan, première étape d'une tournée du comité interministériel de redevance pour l'éclairage public. Mission échanger sur l'aspect avec les préfets, secrétaires de mairie, de conseil, journalistes et autres acteurs des collectivités locales. Objectif, travailler à énumérer des préoccupations pour lever les défis dans le domaine d'éclairage public. Nous sommes rendus compte effectivement des difficultés financières parce que nous avons commencé par ressentir qu'il y a un cumul des impayés qui a commencé par se greffer. Et en 2018, l'année passée, le montant a atteint 9 milliards de francs CFA comme impayés, malgré l'effort de cette redevance. Et le gouvernement a dû intervenir en payant près de 7 milliards pour que l'impayé puisse descendre. Nous sommes aujourd'hui à 2 milliards d'impayés. Nous avons échangé sur tous ces problèmes avec les collectivités locales. Des propositions de solutions ont été évoquées. Nous avons retenu un certain nombre. Ensemble, nous avons effectivement retenu et nous allons les porter aux autorités pour qu'une solution pérenne puisse être trouvée. La solution pérenne que nous souhaitons, ce sera celle-là qui permettra de ne plus avoir des impayés au niveau de la consommation de l'éclairage public, de réorganiser la maintenance de ces éclairages publics. Le gouvernement togolais poursuit l'éclairage public en amont et en aval. Des actions se créent pour maintenir et d'une manière permanente le projet au profit des populations. Kara, Sokodé, Atakpame et Lomé vont accueillir le comité pour le même exercice qui balise davantage la voie à la bonne gestion d'éclairage public. Et puis sur le terrain de l'état-major ce mercredi s'est joué un match dit de la non-violence entre les forces armées togolaises et l'équipe d'Orlando. Au terme des 90 minutes, les deux équipes se sont séparées par un score nul et vierge, 0 but partout. Ils se sont départagés donc par la série des tirs au but qui a permis aux forces armées togolaises de tirer leur épingle du jeu 4-2. Le résumé avec Augustin Kossi. Des violences sur les aires de jeu, on ne le souhaite guère. Mais quand cela devient récurrent, il faut corriger les tirs en instaurant un climat de cohésion et d'entente entre les joueurs et les supporters des équipes. Ce match de gala entre les forces armées togolaises et l'équipe des conducteurs d'Orlando est destiné à promouvoir la non-violence sur les terrains de jeu au Togo. C'est le moment ou jamais de lancer les activités de la non à la violence dans les stades. La non à la violence dans les stades, c'est un combat que je fais vraiment personnel. C'est un combat personnel parce que moi je suis arbitre également. J'ai envie de protéger les arbitres. J'ai envie de protéger les joueurs. J'ai envie de protéger le jeu. Et j'ai envie de protéger le sport togolais, le football togolais. Ce match est organisé justement pour la promotion du vivre ensemble, de la non-violence
et l'entente pour le rayonnement des disciplines sportives au Togo. Et ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Et on se sépare maintenant avec cette cérémonie officielle, cette cérémonie du côté de Ouagadougou au Burkina Faso. La Banque de l'Habitat du pays devient officiellement International Business Bank avec désormais un capital de plus de 22 milliards de francs CFA. IB Bank, comme on l'appelle désormais, entend s'implanter dans d'autres pays ouest africains. Et la cérémonie d'inauguration donc a été présidée par le Premier ministre burkinabé. Le compte rendu avec Derman Songoy. Excellente suite de nos programmes. Au revoir. Cette coupure de ruban par le Premier ministre burkinabé marque l'ouverture officielle de l'International Business Bank. Précédemment appelée Banque de l'Habitat du Burkina Faso BHBF, qui a été créée en juillet 2005, l'International Business Bank s'inaugure ce jour avec un capital de 22 milliards 826 millions de francs CFA. Une dynamique de modernisation et d'innovation pour plus d'impact et de professionnalisme selon les responsables. Cet édifice consacre ainsi le nouvel élan d'une banque moderne, performante et compétitive. Il répond aux exigences du secteur bancaire et au souci de satisfaire les besoins de la clientèle. En plus du confort et des commodités de travail, c'est un bâtiment de 5 étages comprenant une cinquantaine de bureaux, 2 halls commerciaux, des guichets d'opération, un espace VIP, une salle de conférence et 2 aires de stationnement des véhicules pour la clientèle et pour le personnel. En plus de renforcer son implantation sur le territoire national, elle envisage aussi la conquête de nouveaux horizons dans la sous-région. L'événement qui nous réunit ce jour intervient à la suite de la reconfiguration du capital de la Banque de l'Habitat du Burkina Faso pour donner suite aux orientations du Conseil des ministres de l'UEMOA, lequel Conseil avait décidé lors de sa session du 30 mars 2015 à Dakar de relever le capital social minimum des banques de 5 milliards à 10 milliards afin de renforcer leur solidité et leur compétitivité. Devenue une référence dans le secteur de la promotion immobilière, IB Bank est aujourd'hui une banque de services universels et souhaite axer ses interventions sur une banque de détail, de financement, mais aussi la banque de marché. Le ministre burkinabé de l'économie s'est aussi réjoui de cette innovation de IB Bank et il a félicité le PDG du groupe Ebomaf, Mahamadou Bankungu, président du conseil d'administration de la banque qui détient 51% du capital. L'IB Bank est donc officiellement implantée partout au Burkina Faso et entend s'étendre dans les jours à venir à d'autres pays de la sous-région, dont le Togo. Thank you.